Bonjour à tous et bienvenue sur The Izu DW podcast. Je suis en direct de l'UFA et je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square et Chaz. Et nous avons, alors là c'est même pas un invité spécial, hein. Nous avons l'origine, le vieux, le OG ultime de la FGC, celui qui était là au tout début, depuis le 1, Frame One. Nous avons monsieur Asenka. Enchanté, merci de me recevoir, merci de penser aux anciens. Je suis sorti de mon hospice de la FGC. Bah en fait, ça c'est pour moi c'est même un compliment parce que à tous ceux que j'aime bien, que je voyais quand je faisais dans la compète ou en tant que spectateur, quand je leur parle de leur début, ton nom ressort. Ah, ouais. On a commencé il y a un moment, hein. Les premiers tournois, ouais, c'était 99. 1999, j'avais au millénaire dernier. De toutes les interviews qu'on a fait, je crois que c'est la première personne qui parle des années 90 quand il dit son premier moi, tournoi. Si vous rigolez, je vous parle des tournois à la fin des années 90, vous allez vriller. Hein. Il y avait un type avant moi, parce que quand j'ai commencé, il y avait déjà des tournois, c'était Will de Killer Games. Wow. Et il organisait des tournois de KOF à la tête dans les nuages. C'était une ambiance. Hein. C'était trop marrant, Will. Ouais. Et après, on a vite fait la CTPL, la fin 99, début des années 2000. Console Tournament Professional League, Console League, et qui était la première assoce à organiser des compètes. Mais c'était une époque étrange. Hein. Par exemple, les finales de KOF, c'était en FT20. Tu sais, ça veut rien dire. Ouais, je me rappelle, hein, il y avait un tournoi au Salon de l'Imaginaire 2000 à KOF 99. Chaud. Et à gagner, il y avait la cartouche de KOF 2000. Alors, je peux dire qu'à l'époque, les mecs, ils se butaient. Je crois que c'était Bruno Weiss contre le Vautour, Salim, et FT20, ça veut rien dire. Ça prend toute une journée pour faire juste le final. Mais et après, on en est revenu de genre de conneries. Hein, mais un jour, ça a été comme ça. Mais FT20, mais tout le long, c'est en FT combien? Non, juste la finale. Waouh! Ah bah, par contre, vous êtes ravis, hein. C'est-à-dire que tu viens à l'événement, t'as eu tout ce qu'il fallait, quoi. Non, mais FT20, ça n'a aucun sens. En fait, à la fin, t'en as ras le cul, t'as envie que le mec, vas-y, tue-moi, j'en ai marre, quoi. J'en ai ras le cul, laisse-moi vivre, laisse-moi aller aux toilettes, tu vois. Je sais pas pourquoi ça m'est resté, parce que je passais devant le stand, et je disais, mais vous faites combien en FT20? Je fais, ah, d'accord. Ok. Non, il y a des souvenirs comme ça de l'époque, mais c'était le même salon où, à un moment, j'avais des potes qui viennent me voir et on avait des gars trop balèzes. Il y avait un tournoi de DOA 2 et on pensait que c'était les gars de la sauce qui allaient gagner. Et comme ça, on gardait les lots dans la sauce, tu vois, normal. Ouais, bah oui, le bon plan. On était fauchés. Et là, il y a les gars de la sauce, c'est les boss. Tu vois, ils viennent me voir. On fait, ouais, on s'est fait fracasser par une petite fille de 9 ans. C'est vrai. Hein. Au début, je les crois pas, on sait pas. Tu vois, tu te dis, bah non, ça a aucun sens ce que tu me racontes sur scène. Après, je vais voir la scène et tu sais, je vois un mec qui joue, c'est la demi-finale et en face de lui, il y a une chaise, mais. Tu vois pas le haut de la chaise, c'est le dossier, il est trop haut, tu vois juste des pieds qui dépassent en bas mais qui touchent pas le sol, tu vois. Et le mec il se fait tarter sur la scène, les gens ils sont ouf, en fait c'était Kayané. Et c'était le début, c'est la première fois que je le rencontrais, quoi. Mais voilà, c'est pour la petite histoire, c'est vraiment ce moment où tu te dis ouais c'est bon, tu sais Dewa, tout est pour nous. Et là il fait non, il y a une petite fille qui nous tue. Tu sais, aujourd'hui ça paraît surprenant, mais à l'époque c'est encore plus surprenant. Bah oui, non, déjà qui joue à DOA 2, déjà qui joue, et ensuite qui de 9 ans joue à DOA 2, tu vois. Et tape tous ces gens là. voilà, bref. Ouais, mais c'est excellent d'avoir même de l'origine de Kayané, c'est pour dire, quoi. Mais là, tu as dit au début, bon, vous n'avez pas d'argent, au côté associatif, bon, ça n'a pas trop changé. Mais par contre, il y avait peut-être des différences, ça devait être un peu plus dur de savoir comment faire. C'est des choses que tu as eu à apprendre comment te débrouiller, tout ça. Parce qu'en plus, il n'y avait même pas internet pour avoir les infos. Ah non, mais au début, tous les tournois, enfin, au début avec Console League, je crois qu'au début, on a un coup de chance parce que j'appelle. En fait, au début, les tournois, c'était sur Dreamcast. Déjà, il faut bien comprendre, c'était vraiment la console des tournois. J'étais un fan de Sega, de Dreamcast, et je détestais Sony. De toute façon, la PS2 n'était pas sortie, donc je veux dire, c'est vite réglé. Mais même quand elle est sortie, il n'y avait pas grand-chose sur PS2 au début en jeu de fight. Je dis bien en jeu de fight. Oui. Donc, on était vraiment en Dreamcast, et surtout, c'était vraiment après l'été 99 sous le calibre Dreamcast. À cette époque-là, était vraiment le jeu le plus joué en France en jeu de combat de très très loin en fait. C'est genre même les jeux secondaires, c'était 2X, Earthstrike, 03, mais tout le monde jouait à tout en fait. C'était une époque, tu avais déjà des gars comme Oro, très vite il y a eu en 2002 il y a eu Frionel, ça c'est les vrais anciens, et les gens jouaient à tout. C'est-à-dire que tu t'allais à un tournoi, tu sais pas, tu jouais vraiment à tout. C'était vraiment des joueurs multi-jeux tu jouais pour t'amuser. De toute façon, le niveau était ultra bas, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait évidemment pas de streaming, les tournois n'étaient même pas enregistrés. Les premiers tournois qu'on filme, c'est la World Game Cup 2004, filmé au caméscope, on filmait l'écran pour éviter le balayage des écrans cathodiques, donc on filmait l'écran de projection au caméscope, ça c'était même pas de l'acquisition vidéo. Donc si tu veux, quand on est là,
c'était pas voilà, mais en fait ce qui était justement génial à cette époque, c'est que à chaque fois que t'avais un nouveau tournoi, t'avais des gars qui arrivaient avec des techniques secrètes. Mais alors t'avais du partage sur les forums, t'avais Neo Arcadia, t'avais le forum de Console League et tout, mais c'était il y avait très peu de gens qui lisaient le japonais, ou t'avais des trucs dans les magazines Gamefest, Arcadia et tout, tu vois. Et donc les gens ils arrivaient et la règle en fait c'est que nous on décidait, c'était vraiment comme en arcade, donc on interdisait rien. Si c'est dans le jeu, si c'est buggé, si c'est pété, tu sais quoi, bah tant mieux, c'est beaucoup plus drôle. Et c'était rare qu'un truc soit interdit, ou alors fallait vraiment que ce soit enfin, tu vois, que ce soit Game Bro, ça casse, ça frise le jeu, tu vois. Mais vraiment, tu vois, KOF 2000, il était bourré d'infini à cette époque. Et sous le cas, t'avais vraiment ce côté à chaque nouveau tournoi. T'avais notamment la communauté de Lyon, ils arrivaient avec des nouvelles trouvailles. Et tu sais, tu découvrais les choses en plein tournoi. Aujourd'hui, ça va pas arriver que t'as un mec, il est à Street ou à Guilty, et il te sort un truc, un combo, un bug que t'as jamais vu. Ça a aucun, c'est pas possible. Si là, t'avais le tournoi, tout le monde est tu vois, et le truc, tu vois, t'avais vraiment Cervantes, il avait une torche buggée qui sortait en une frame. Bah t'arrivais avec. Ouais, mais il sortait dans Soul 1, c'est n'importe quoi. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Et t'avais Alex de Lyon, il était arrivé avec ça. Bah, il a rincé le tournoi alors qu'il y avait un Français qui s'appelait Dan The Nightmare qui était invincible à Soul Calibur. Et les gens ont beaucoup oublié, mais Dan c'était le premier Français à gagner l'Evo. Il l'a gagné sur Soul 2 en 2003. C'était lui le premier Français à gagner l'Evo à Soul Calibur, où personne l'attendait à cette époque. C'est pareil, pas de vidéo. Moi, le premier Evo, je regarde la victoire de Dan. Je me rappelle, c'est l'été 2003 pendant la canicule. Je suis sur IRC avec des mecs qui font des comptes rendus de ce qui est en train de se passer, quoi. Bah oui, comment tu veux le regarder sinon? Bah ouais. Et comment tu le regardes en direct? Tu vois que t'avais un smartphone pour filmer et genre t'es sur Periscope. Non, t'as un mec sur IRC en train de te dire, tu sais, il met des mots et avec les mots tu dois imaginer ce qui se passe. Et donc bref, Dan a gagné. Et on a vu que bien longtemps après, ça avait été filmé à la Caméscope, tu vois, on a vu bien longtemps après. Mais et bref, à cette époque, tu vois, t'as des légendes comme ça, mais par exemple, t'avais des mecs qui s'étaient arrivés avec un bug de Voldo dans Soul 1 qui était un truc mais fracassé. Genre t'as Voldo, il touche, donc il prend l'avantage à l'énergie. Après tu fais le tour du ring, on peut jamais te rattraper, donc tu gagnes au time over. Ah oui, quand il se met à 4 pattes inversées là. Ouais, c'est pas exactement 4 pattes, mais c'est broken, il se retourne, il court dans un. Voilà. Bah, par exemple, nous on avait été faire un tournoi en Angleterre, et à la fin j'avais gagné ce tournoi en Angleterre, ils connaissaient pas le bug. Donc j'avais gagné à la fin comme ça. Tout le monde était mort de rire, tu vois. Mais il n'y a pas d'enjeu, tu vois, t'as un burger à gagner. Là aujourd'hui, tu fais ça, il y a 20 000 cash en jeu. Et la police qui débarque. Ouais, tu rigoles moins, tu vois. Mais à l'époque, tu t'en fous, tu vois, tu jouais pour t'éclater. Il y avait rien à gagner de toute façon. Et il y avait rien à gagner parce que le premier gros cash prize, c'est World Game Cup 2004 et c'est 3000 euros. Et 3000 euros, c'est le plus gros de l'époque, tu vois. Et on est en 2004, on a commencé en 99. C'est-à-dire pendant des années, tu joues pour le plaisir. Et surtout, tu avais des gars, ils revenaient du Japon, comme Viryu, un Suisse, très fort Suisse, Jimmy. Et tu sais, il revenait en France et il tue tout le monde à Guilty Gear, il tue Kongster qui était le meilleur en Europe. Tu sais, il met 1000-0 à tout le monde à 0-3. Puis après, il dit ouais, mais moi j'étais au Japon. Et au Japon, mes maîtres, genre un gars il s'appelle Tokido et tout, je lui mets pas un match sur 100, tu vois. Et là on se dit, mais le mec il vient, il met 1000-0 à tout le monde en Europe. Et le mec il te dit que là-bas, tu sais, même pas un chevalier de bronze, c'est un des gars, un des sbires du sanctuaire qui a pas d'armure, quoi. Et là, tu as toute une mythologie qui se crée sur il se passe quoi là-bas. Et après, donc, est né très vite, voilà, je m'arrête là-dessus, je parle trop. Est né très vite l'envie, tu vois, de vivre ça et d'aller au Tougeki, de devoir se dire, mais tu sais, comme dans Kutonoken saison 2, tu vois, le pays des démons. Tu vois, et tu te dis, mais non, c'est pas possible, c'est pas vrai. En fait, tu te dis, il te raconte ça, mais tu sais, il en rajoute. Il dit, il en rajoute. Et donc, en 2005, on se pointe. J'étais qualifié pour le Tougeki à Capcom Fighting Jam. On s'était qualifié parce qu'on était 4 à faire le tournoi en France, donc ça allait. Et je joue avec CCL, là, le belge. Mais il y a aussi Kyoungster, Joegashi, la team Guilty Gear. Tu sais, ils y vont, ils sont chauds. Il y a Bruno Weiss pour KOF. Il y avait Frionel qui était déjà là aussi. Et puis. On va là-bas et je me rappellerai toujours, tu vois, je raconte toujours cette anecdote, il y avait une salle à Shinjuku qui s'appelait salle d'arcade mort. Mais tu sais, genre, il y avait tous les gars de l'ancienne, on restait genre 2 semaines au Japon, je pense on n'a rien vu, j'en ai rien visité, tu sais. On faisait le dortoir, on dormait dans un dortoir à 10 à la salle d'arcade, on faisait rien d'autre. Et le Tougeki, bien sûr. Et donc le premier soir, on va à mort, une salle d'arcade, et il y a des joueurs là qui s'entraînent. Et là, des lambda, hein. Tu crois que au début, mais des lambda, Et bref, tu dis à Kyoungster, c'est le plus fort en Europe. Plus fort. Et là, il prend pas un match, quoi. Tu fais, c'est chaud, t'es dans la salle d'arcade, t'es pas au tournoi, tu vois. T'es genre, tu vas pour rincer des gars dans. Mais tu sais, c'est.
Mais tu vois, c'est comme si tu vas à un tournoi genre l'UFA, t'es le numéro 1 d'Europe et tu sais, juste tu t'entraînes contre des enfants, ils sont là et ils te fracassent la gueule, quoi. C'est là que tu vois le fossé qu'il y a entre vous. Et là, tu commences à. Tu sais, t'as les petites perles, ouais, je regarde. Et puis, à un moment, mais c'est pas ça. C'est qu'à un moment, il y a un gars, il arrive, je te jure, il ressemble à rien. On dirait un salaryman de 50 ans, mais en fait, il en avait 25. Ouais. Il fait 1m2. Enfin, tu vois, mais tu te dis, c'est. Tu sais, c'est le mec, tu sais, le salaryman lambda, tu vois, habillé comme ça. Et en fait, il fracasse, genre, il met beat by 82 à la salle, aux mecs qui t'ont fracassé avant, tu vois. Et là, tu commences à. Tu vois, en plus, tu vois comme dans Mortal Kombat. Et les massacres, hein, c'est une boucherie. Ouais. Donc, bien sûr, on joue contre lui, bon, il se passe rien, mais. Et en fait, Kongster va le voir, il lui dit écoute, tu t'appelles comment? Est-ce que tu joues au Tougeki? Parce que si toi, t'es pas qualifié pour Tougeki, j'arrête le jeu, je rentre chez moi, tu vois. Fait si, je joue, je pense pas aller loin. Et en fait, il s'appelait Ogawa. Et il va gagner le Tougeki 2005 et il deviendra l'empereur de Guilty Gear, tu vois. Et voilà, donc c'est sûr, t'arrives au Japon tout premier soir. Hein. Premier soir. Là, tu as envie de rentrer chez toi. Mais j'ai d'autres anecdotes. C'était avec Joigashi. Non, c'est le frère de Joigashi. Il joue contre Nemo. Nemo, vous connaissez Nemo de Street Fighter, mais il jouait à Guilty Gear. Il était très fort. Il avait un Zappa. Et il est très fort quand même, Ben, hein, le frère de Joe qui joue à cette époque à Guilty. Et quand t'en es à un point où tu vois un joueur que tu respectes, tu dis il est trop fort, il joue contre donc Nemo et il se dit. En fait, j'essaie juste de pas prendre double perfect. J'essaie pas de gagner. Ouais. J'essaie de lui mettre un coup dans la garde pour gratter, quoi. Tu vois. Ouais. Et pas manger. Et il prend double perfect. Oh, et là, tu fais. Voilà. Et après, ça a changé. Évidemment, quand le jeu a commencé à être en ligne, que les gens ont pu commencer à s'entraîner beaucoup plus. Le Japon était devant pour plein de raisons. Déjà, ils avaient une plus grosse culture des jeux de combat, une plus grosse culture de l'arcade. Et surtout, ils s'entraînaient entre joueurs très forts où ils partageaient des informations dans les bouquins en japonais qu'ils avaient et ils les partageaient entre eux dans les salles d'arcade. Donc, tu avais une émulsion entre les joueurs très forts qui faisait que le niveau montait naturellement, exactement comme aujourd'hui en France à Dragon Ball FighterZ où tu as une très forte émulsion entre des joueurs très forts. Mais ça, avant, c'était pas possible, il n'y avait pas de jeu online. Ça a commencé à switcher avec l'arrivée vraiment de Street 4 et son jeu en réseau. Et évidemment, aujourd'hui, c'est monté en puissance, ce qui fait que le gap, aujourd'hui, c'est refermé. Alors parfois, tu as des pays plus forts sur certains jeux, mais tu te rends compte, c'est juste parce qu'ils sont parfois les seuls à y jouer, tu vois. Ouais. Comme Mortal Kombat, Injustice. Skullgirl, les US sont forts, ouais, super, quoi. Enfin, tu vois, voilà, exactement, voilà. Et, mais ce qui est bien aujourd'hui, c'est que tu as des jeux comme Street, où tu as vraiment tout le monde qui joue. Là, tu vois que le niveau il est beaucoup plus équilibré. Alors aussi évidemment ça a switché avec la victoire de Luffy qui était le premier européen à gagner un niveau sur Street en tout cas. Sur un main game, ouais. Voilà, sur un. Mais quand il pense, ça nous paraissait impensable à l'époque. Tu vois, c'était vraiment comme dans Olive & Tom, tu sais, quand ils veulent aller se taper au Brésil, tu vois, et ils se disent on va se faire rincer. C'était vraiment ça. Ils avaient vraiment une avance et plus le jeu était technique, genre un Guilty, un Virtua Fighter, plus le gap était gigantesque. Ouais. Et finalement, le seul jeu où on les fracassait dès le début, c'était à Soulka, mais parce que c'était vraiment le jeu des Français. Les gens se rendent pas compte à quel point Soulka, ça a vraiment été pendant longtemps le jeu des Français. On a quand même beaucoup d'Evo qui ont été gagnés par des Français à Soulka. Surtout Soulka 2. Et en plus, parce que les Français avaient cassé le jeu. Ah mais le 1, le 2, on avait les jeux, il était broken, on l'avait cassé en deux, il y avait une vraie rivalité. Voilà, c'est amusant, c'est vrai que Soulka est un jeu sous-estimé, mais la FJ, il faut que les gens aient conscience, je suis un peu long, mais il faut que les gens aient conscience que la FJC est née en tout cas en France par Soulka, Dreamcast. Et comme c'était sur Dreamcast, il se trouvait qu'au tournoi de Soulka 1, c'était rattaché les tournois de Third Strike Dreamcast, CVS2 Dreamcast, évidemment 0-3. Dreamcast, il n'y avait pas de grosse tournoi de 2X, elle est arrivée plus tard la version de 2X Dreamcast et c'était pas encore. Mais ça a commencé comme ça, il n'y avait pas de bande d'arcade, il n'y avait pas de jeux en ligne, il y avait très peu de gens en stick arcade. Mais ça a commencé là. On se demande comment ils ont réussi à s'entraîner pour être aussi forts. Il y avait Yamazaki par exemple sur CVS2. Bien sûr, CVS2 il était inguacable, il était trop balèze. Il était le meilleur au monde. Il était trop rigolo, c'était vraiment un joueur. Et lui il pouvait rivaliser, mais même, tu vois, il était très très fort en Europe et quand il arrivait au Japon, mais après il s'est entraîné au Japon, il revenait plus fort. Tu sais, quand tu passais un mois au Japon à cette époque-là, c'était l'équivalent de 10 ans d'entraînement en France. C'est la Space Chamber, bien sûr. Mais vraiment, on pensait que c'était des blagues, mais en fait, non, c'était vraiment comme ça. C'était drôle, mais c'était une autre époque. C'était une autre époque. Ça a évidemment beaucoup changé. J'ai l'impression que tu parles avec beaucoup de nostalgie. T'aimais bien à cette époque, hein? Ouais, c'était marrant. C'était marrant, mais après, aujourd'hui, on est content d'aller au Japon pour d'autres raisons. Pas juste pour s'entraîner, mais c'était après. Non, c'était une autre époque. En fait, ce qui était cool, je pense, c'était tu pouvais avoir des surprises, tu vois. Tu pouvais. T'as des gens qui arrivaient, des techniques que t'avais jamais vues, tu vois. Il se passait vraiment des choses, et puis surtout les joueurs, pour le coup, pour s'affronter, t'es vraiment obligé de se déplacer. Donc aujourd'hui, ça paraîtrait presque banal, mais à l'époque, comme la World Game Cup 2010, quand il y a Daigo, Fudo, Eita qui viennent, tout ça, c'est
c'est waouh, tu vois, c'est vraiment, tu vois, c'était vraiment, il y avait quelque chose. Aujourd'hui, il y a eu les World Tours qui sont passés par là, ok, 50 jobs, ouais, ok, super, quoi, tu vois. Et à l'époque, les gens, il n'y avait pas de cash prize, tu bougeais pour rencontrer des joueurs forts. Tu vois, tu bougeais pour affronter, pour la passion. C'est normal que ça ait changé, ça c'est en partie professionnalisé, semi-professionnalisé. Et j'aime beaucoup cette époque, mais j'adore aussi l'époque qu'aujourd'hui on peut faire le Red Bull Comité, ce qui aurait été impensable et inconcevable à l'époque. Tu vois, donc je pense que chaque époque a son intérêt et que j'en parle avec nostalgie parce que c'était cool et qu'on s'est marré. Ouais. Mais j'aime tout autant de nos jours, et de voir un truc comme l'UFA, c'est pareil, un truc comme l'UFA, c'est de la science-fiction. Ça aurait été impossible dans ces années-là. Et mais du coup, au début, tu étais joueur, tu touchais à tout. Et comment tu fais comment se passe la passerelle maintenant pour arriver de l'autre côté à tout ce qui est organisé? Parce que en fait, tu as tellement de casquettes, c'est assez difficile de te définir au final dans cet univers. On va rester sur le VS. Non, je pense qu'au début, comme tout le monde, j'ai commencé parce que j'étais joueur. Tu vois, je joue toujours. Hein, mais tu vois, genre, j'ai 5 minutes par semaine, je joue à Guilty Gear Strive. Je pense que je jouerai à Street 6, mais je suis pas un bon joueur. Et à l'époque, ça allait à peu près à sous le 1 parce que je jouais autant que les autres. Et en fait, j'aime bien aussi les jeux Day One, tu sais, quand les gens ils sont pas trop forts. Mais après, les gens ils savent jouer, donc ça me saoule direct. J'aime bien jouer Day One et genre comme la bêta de Street Fighter, ça les fracasser les gens. Tout le monde, tu vois, comme les anciens. Mais après, je me fais broyer, ça sert à rien. Donc là, j'ai absolument aucun niveau. Mais j'avais en tout cas suffisamment de niveau pour commenter les tournois. Dans les années 2000 et un peu début 2000, je commentais les tournois, mais nous on commentait à la française, qui était ça l'héritage du comité, c'est-à-dire pour moi ça devait être comme au Japon, comme au Tougeki, t'es debout sur scène, t'as un micro, t'es face à ton public et t'envoies une ambiance. On n'était pas trop fan de t'es assis derrière un desk, tu vois, à l'américaine, trop sérieux. Nous on voulait envoyer des vannes, qu'il y ait une connexion avec le public, ça rigole. Mais en fait, bien évidemment, à un moment tu t'aperçois que maintenant que c'est streamé, que des gens regardent, tu peux plus juste avoir cette connexion avec le public où t'es limite en one-man show, où t'es sur scène, tu lances des vannes que les joueurs comprennent, ils se marrent, ils sont en train de jouer, le public comprend. Là, il y a trop d'enjeux, c'est un peu trop sérieux. Tu peux pas te mettre à vanner les joueurs, tu vois, c'est pas possible. Et c'est normal hein, que ce soit pas possible. Je rappelle, au Stunfest, t'avais une finale genre à 3h du mat, dans un garage, et au Kutonoken, il y a Ro, il joue, et là, son adversaire, tu vois, il appelle genre des strikers, t'as des gars en slip qui montent avec des trompettes pour jouer dans l'oreille de Ro et le déconcentrer, quoi. Et on se marre. Ah ouais, non, ça c'est. T'imagines, tu fais ça aujourd'hui, tu peux pas. Voilà, donc voilà, mais bref, je pense que j'aimais autant organiser que jouer, tu vois, je mets vraiment dès le début, hein, ce côté, on organise des trucs, on fait venir des joueurs, on rencontre du monde. Et je suis trop. Déjà, je suis très mauvais perdant. Et en plus, je suis hyper stressé, tu vois, dès qu'il y a le moindre match qui est un enjeu. Donc de toute façon, j'aurais jamais gagné. Et en fait, très vite, à un moment, je me suis aperçu que j'étais beaucoup plus heureux sur les événements quand je jouais pas. Oui, en spectateur, en tant que non, spectateur. en tant que regard, parce que en tant que regard, parce que dès que je jouais, après j'étais de mauvaise humeur pour le reste de l'événement organisé. Donc je me suis dit arrête de jouer, arrête. Et ça se passait beaucoup mieux. Et même commenter m'amusait beaucoup plus que de jouer, puisque je commentais des gens qui jouaient infiniment mieux que moi. Voilà. Et comment ça se passe progressivement la recherche de sponsors pour pouvoir créer de gros événements et même arriver jusqu'à monter tout un Red Bull comité? À l'époque, en tout cas, il y a eu la World Game Cup qui avait commencé en 2004, mais ça au début, c'est parce que ça faisait partie d'un réseau Xbox League qu'avec une boîte aujourd'hui, ça existe toujours, hein, Warning, Games Fest, ils font des événements, ils font le Fun Festival à Paris par exemple. Et on avait un contrat avec Xbox pour faire des tournois Xbox, mais pas que jeux de baston, il y avait aussi Halo, des trucs comme ça. Et du coup, on avait pris une grosse partie du budget pour faire que des jeux de baston. Et donc du coup, c'est comme ça qu'il y avait la World Game Cup en 2004 au Palais des Festivals de Cannes, où pour une raison obscure, j'avais un deal pour faire ça au Palais des Festivals de Cannes, où ils nous payaient la surface, ils nous payaient l'hôtel pour tous les jours qui venaient, on les recevait à Pierre et Vacances, c'était de la balle, tu vois. Et c'était quelle année? C'était 2004, 2002, mais ça a duré jusqu'à 2013. Et après, Boo avait repris avec le Cannes Winter Clash. Yes. Et c'était un plan, donc on avait des locaux gratuits au Palais des Festivals, on avait le grand auditorium de 4, ça n'avait aucun sens quand ils pensent. En fait, c'était dans le cadre du Festival international des jeux, c'est les jeux de société, ils voulaient une animation jeux vidéo. Et du coup, ils nous payaient, nous, en tant qu'assos, pour faire le truc, mais... Voilà, ce qu'ils nous donnaient comme argent, nous au lieu de le garder ou de faire un cash price, avec on payait des chambres à Pierre et Vacances pour que tous les potes joueurs ils puissent venir gratos, tu vois. Et en fait on finissait toujours par perdre du fric du coup. Bah oui. Et tu vois, les gens ils pensaient qu'on gagnait de l'argent, mais non, tu vois, dans toutes mes années d'assos j'ai juste perdu des fortunes en vrai. Tu veux gagner, les gens, tu vois, ta inscription elle est à 5 € à l'époque, tu crois que tu gagnes quoi vu ce que ça coûte, c'est mathématiquement pas possible. Et les sponsors à l'époque, tu rigoles, mais quand l'éditeur il file des consoles à offrir ou des jeux, mais putain, mais c'est déjà le bout du monde.
vous vous rendez pas compte. Déjà, l'e-sport, c'était pas simple à l'époque, mais alors, l'e-sport jeu de combat, avant l'ère du streaming, et l'ère du streaming, je rappelle, c'est début des années 2010, hein, où tu as les premiers Evo qui sont streamés. Il y avait combien de gens à peu près un tournoi en moyenne? Mais ouais, par contre, c'était infini. Hein. Genre, dès qu'il y avait un jeu, boum, c'était un tournoi, tu vois, il n'y avait pas d'histoire. Hein. Oui, d'accord. Puis nous, on appelait tout championnat du monde, on s'en battait les couilles, tu vois. Le legging, mais bien sûr. Est-ce que. Et d'ailleurs, je suis le champion du monde de Soul Calibur 1 Réunion, puisque le dernier tournoi de Soul Calibur 1 a eu lieu à la World Game Cup 2013. C'était le seul, il n'y en a pas eu depuis, mais je l'ai gagné. Il n'y avait pas grand monde, mais j'ai gagné. Donc j'ai oublié ce détail. Comme karaté, champion du monde de je sais plus quel jeu qu'il a gagné tout seul. Il y a des trucs comme ça, tu vois. Oui, parce que techniquement, l'Evo est autoproclamé. C'est ça. Oui. non, mais est-ce que l'Evo. Non, l'Evo, c'est pas le championnat du monde, c'est pas vrai. C'est le plus gros tournoi du monde en termes de nombre de joueurs, etc. Et c'est le plus prestigieux. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Maintenant, pour qu'un tournoi soit d'ailleurs officiellement championnat du monde, il faut qu'il soit labellisé par un éditeur. Donc tu as des World Tours et le championnat du monde, c'est la Capcom Cup, les gars. Enfin, c'est le truc que l'éditeur il dit, c'est ça le championnat du monde. Exact. Et l'Evo n'est, je crois, qu'une étape du World Tour. Mais on peut pas lui retirer que d'un point de vue nombre de joueurs, notoriété, prestige, on peut. Mais t'es pas champion du monde si tu gagnes l'Evo, t'es champion du monde si tu gagnes un World Tour officiel mondial, point barre. Exact. En fait, Ouais. ça c'est. Après, tu peux être. C'est comme un mec, tu vois, qui est au tennis, va gagner Roland Garros, il a gagné l'Evo, quoi. Ok, c'est cool, quoi. Ouais. Mais en fait, un championnat du monde, ça serait un truc comme la World Cup of Soccer qui s'appelle le championnat du monde officiel. Ouais, Mais d'ailleurs, l'Evo ne s'appelle même pas le championnat du monde. Non, ils le disent pas, oui, ils le disent pas eux, c'est Mm. juste une appellation, mais qui est assez légitime si on regarde la taille des événements. Je vais pas leur enlever ça, c'est très juste en fait. Voilà, c'est juste si on parle en termes d'officiel. Mais nous, tu vois, pareil, on s'appelait au Cannes, ça s'appelait la World Game Cup, c'était la World Game Cup de rien du tout. C'était juste qu'en fait, mais c'est con, mais parfois c'est du marketing à deux balles. Oui, ça Si vend. tu veux te faire remarquer, tu te dis pas bonjour Cannes, le tournoi de Cannes. Ça fait Ouais, pas ça donne pas envie. très prestige. Mais la World Game Cup, les années 2010, au début avec l'association News et tout, 2010-2013, en fait, ça monte assez en puissance à l'époque. Il y a énormément d'étrangers, il y a Tokido, il y a plein de Japs qui viennent et ça commence à vraiment à monter. Et il y a énormément d'Européens et on devient un peu comme l'UFA aujourd'hui. Après, c'était pas aussi massif que ça, sans comparaison. Mais ça devient un des gros tournois si tu veux attirer des joueurs. Parce qu'il n'y a pas grand chose à l'époque, il n'y a pas encore le World Tour de Capcom, il n'y a pas la Capcom Cup telle qu'on la connaît, il y a eu un truc pour les 25 ans de Street, mais voilà, donc on commence à grossir, mais c'est juste que, en fait, je fais ça en tant qu'assos. À cette époque-là, ça fait 14 ans que je fais ça, où je perds de l'argent chaque année. Mais c'est pas juste de l'argent, tu perds du temps et le temps c'est aussi de l'argent, tu vois. Donc tu fais ça par la passion, mais je pense qu'en 2013, j'arrive en bout de course. Non mais c'est pas ça, c'est déjà tu le fais, ça prend du temps, c'est prenant, tu perds de l'argent et en plus les gens pensent que tu te gaves avec le truc, genre tu roules en Porsche. Non, ça, c'est même légalement pas possible que ce soit le cas. Et même, tu sais quoi, mathématiquement tu comptes le nombre de joueurs, tu comptes le nombre d'inscriptions, tu comptes ce que ça coûte, tu vois tout de suite, t'as même pas besoin de rentrer dans des... Enfin voilà. Et donc à un moment c'est la fatigue et à cette époque-là je dis j'arrête d'organiser en fait. Ce sont des polémiques qui t'ont beaucoup marqué, cette histoire de dire que vous preniez de l'argent. Au début non, mais je me souviens qu'à la fin de Cannes 2013, à ce moment-là où j'ai dit j'arrête, en fait j'en ai marre parce qu'on se fatigue beaucoup et on s'en prend plein la gueule tout le temps. Alors qu'on se fatigue et qu'on perd de l'argent et qu'on fait ça juste pour la passion. À la limite, tu vois, t'es payé, t'as une boîte, t'as des comptes à rendre. Tu vois le truc. Mais t'es une assos, il y a nobody qui est payé de A à Z, à part les équipes de stream qui commençaient à être payées en 2013, mais ils étaient extérieurs à la sauce, c'était des prestataires. C'est normal. C'est normal, tu vois, que les prestats soient payés. À la fin, c'est fatigant. Puis tu vois, tu te sens vieux et tu te dis, en fait, c'était même pas ça. C'est aussi, je me disais, on arrivait à ce qu'on pourra pas faire plus avec une association. Oui. Et je me disais, si on revient, il faut revenir dans un cadre professionnel où il y a des vrais moyens, où les gens sont payés, que ce soit les commentateurs, que ce soit les... Enfin, tu vois, il y a des cash prize conséquents, que les joueurs soient accueillis avec des putains de setup, comme à l'UEFA, tu vois. En fait, je voulais... Si je reviens, c'est pour faire un truc professionnel, mais que tout le monde en profite. C'est pas juste pour ma gueule, c'est que tu vois, tout le monde soit justement rétribué, et même tous les staffs qui séchent nos trucs. Et là, à la limite, si on se plante, les gens, ils auront raison de nous dire qu'on est des merdes, tu vois. Et donc, j'arrête à ce moment-là, où Abou reprend le truc, et puis à peu près un an et demi après, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui s'appelle Ed Chiquito, qui travaille chez Red Bull, et qui me dit, voilà, Red Bull a pour vocation d'organiser un tournoi. Lui, il avait une idée en tête, il voulait s'inspirer
d'un truc genre les films de Van Damme, tu sais, Bloodsport, etc. Ouais. Un truc arts martiaux. Et moi, je lui dis, en fait, ensemble, lui, il amène toutes ses idées un peu ambiance Bloodsport, etc. Et moi, je rêvais toujours de faire un Tougeki en France, qui m'avait marqué. Et je dis, bon, on va mettre une scène centrale, t'as 4 écrans au-dessus. Lui dit, on va mettre une cage de MMA. Et je dis, non, on va pas faire comme les Ricains, on va mettre un commentateur au milieu, debout, avec un micro à la japanese. Et je lui dis, on fait un invitational parce que sinon on va jamais s'en sortir. Parce qu'en fait, c'est con, mais tu veux faire de l'audience, c'est quand même. Et en fait, tu remarques les gens, ils regardent surtout les top 8, tu vois. Et ce que ça te coûte de faire un open, je lui dis, en France, ça va être compliqué, on battra pas l'Evo parce que déjà on n'est pas aux États-Unis. Même tu regardes à l'Evo, la plupart des joueurs qui viennent, c'est des joueurs américains. Il y a parfois plus d'étrangers à l'UFA qu'à l'Evo si tu prends les Européens. Donc au bout d'un moment, le ratio en France, c'est compliqué de réussir. C'est très dur, ce que fait l'UFA, c'est ultra balèze là ce qu'ils ont fait ce week-end à organiser. Et à cette époque-là, je me dis non, on va inviter les 16 meilleurs, comme ça tu contrôles le narratif, tu contrôles le storytelling, tu fais un spectacle. De toute façon, on voulait faire vraiment un show. On n'avait pas pour vocation justement de concurrencer le Pro Tour ou l'Evo. Donc ça part de là. Et après je dis et puis en plus quand les mecs rentrent, si les gens se souviennent, on met des musiques de dessins animés japonais. Et là on s'éclate. Il y avait une hype. Voilà, et en fait c'est parti comme ça. Et là du coup c'est devenu mon boulot. Red Bull Comité. Oui, Red Bull avait un peu plus d'argent que mon association. Voilà. Et du coup, tu as des contraintes aussi avec des attentes, des retours sur investissement, ou tu as carte blanche pour... Déjà, aujourd'hui, en fait, moi, je travaille pour le headquarter, c'est-à-dire Red Bull International, qui est en Autriche. D'accord. Et en fait, si tu veux, le Red Bull, c'est vrai pour tous les événements chez Red Bull, c'est pas propre au comité, mais en gros, les événements naissent dans un pays. Et quand ils fonctionnent bien, ils s'internationalisent. C'est-à-dire l'événement est récupéré par le headquarter qui après le fait tourner dans d'autres pays pour que chacun puisse profiter. Donc il est resté quelques années en France et à un moment ils ont dit il va tourner. Donc il tourne. Il tourne dans les pays et à chaque fois qu'il tourne dans un pays, c'est le Red Bull du pays, genre Red Bull Japon, Red Bull US, Red Bull ce que vous voulez, qui prend le lead sur l'organisation. Enfin, ils sont chargés de le produire et pour assurer la cohésion de l'événement, parce que les mecs, si tu veux, c'est des boîtes de prod de Red Bull, ils savent très très bien organiser un événement, ils sont pas forcément spécialisés en jeu de baston. Et du coup, pour faire le lien avec les anciens comités, la communauté, etc., en fait, ils m'envoient moi, qui délocalise avec les équipes de chaque pays. Et par exemple aussi pour choisir d'inviter les joueurs. Les joueurs qui sont invités, des trucs comme ça, et puis des tas d'autres trucs. Et donc ils m'envoient pour ça. Donc c'est une organisation entre le pays, le headquarter, et je sers de transition, je sais pas, on pourrait dire comme ça. Ouais, t'es l'interface quoi, et t'arrives à faire du coup répéter le modèle. Le but. Après, le comité s'adapte. Après, voilà. Tu vois, celui au Japon n'est pas le même que celui aux États-Unis, que celui à Londres, que le prochain. Il s'adapte aussi à la culture du pays, aux communautés, et avec des petites modifications subtiles à chaque fois. Voilà, tout simplement. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'aurais pu je pense la force ou la foi de faire ce que font les teams de Vancouver, un open comme ils font, avec autant de scènes, autant de jeux, autant de joueurs, mais c'est organisé, c'est monstrueux. Alors c'est un plaisir quand ça fonctionne comme ici et que tu vois ce monde là, mais c'est balèze, franchement c'est balèze. Alright. Et il y a autre chose aussi que tu fais, aussi des créateurs de contenu. Et avec tu as mêlé passion et création de contenu avec le fait d'aller dénicher des choses assez improbables, notamment au Japon, j'imagine. C'est une passion que tu as eue depuis longtemps, c'est ça? Ouais, j'adore les jeux de combat, et puis j'aime le Japon, et puis j'aime les animés, et puis j'aime le manga, et puis j'aime le rétro. Ouais, et donc, et puis à un moment avec... mais ça avait commencé paradoxalement en 2013. Vous savez, quand j'ai arrêté la World Game Cup, tout ça, il y avait une chaîne qui se créait qui s'appelait G1, qui est par le Viacom, le même groupe que Game One. Ils lançaient une chaîne sur le Japon et ils me connaissaient bien chez Game One parce que je venais leur parler de jeux de combat. Tu vois, le rapprochement, il y a toujours des connexions. Et ils m'ont dit, ils faisaient des appels d'offres sur des émissions. Donc ils ouvraient à des boîtes de prod, et nous on avait proposé une émission qui s'appelle Japon Investigation. Et on en a fait plus de 200 épisodes, qui tournent toujours d'ailleurs sur J1. Et voilà, et donc c'était une émission où là-bas je partais au Japon faire découvrir des tas de choses, mais autant culturelles que jeux vidéo qu'autre chose. Et puis un jour, c'était vers 2018, je vais les voir et je leur dis, je vais voir Game One et je leur dis, alors vous voyez, c'est comme Japon Investigation, mais en fait, je veux parler que de trucs obscurs, de rétro, etc. Ils m'ont dit, c'est un peu niche quand même. Enfin, déjà que c'était une niche que tu fais, mais là c'est la niche dans la niche de la niche. Ils m'ont dit, pas tout de suite. Et du coup, j'ai dit, bon, on va l'autoproduire avec Benzaï et Karaté.
Et puis ça a très très bien marché sur YouTube. Et donc du coup, finalement, Gamal après est revenu dans la danse et nous a repris les 2 premières saisons et a produit la 3e saison. C'est super intéressant parce que c'est assez insolite, quoi. Quels sont les trucs les plus justement insolites que tu as pu retrouver? Le top 3, on va dire. Hein. De trouvailles au Japon? Yes. En jeu? Tout confondu. C'est plutôt en lieu. En lieu? En lieu, ouais. Mais je sais qu'il y avait dans la première saison, il y a une brocante qu'on fait qui s'appelle Tokyo City Flea Market. C'est une brocante à ciel ouvert sur un parking et là c'est n'importe quoi, tu vois. Tu passes dans la brocante, t'as des mecs, ils posent des cartons, ils ouvrent, dedans t'as des jeux PlayStation et Saturn neufs, tu vois. Et ils sont à 100 yens pièce, ce qui fait à peu près aujourd'hui 65 centimes d'euros, quoi. Mais il y a tout un business à faire là. Et là on se disait en rigolant, tu vois, on prend les jeux dans l'émission, on se dit bah en fait on va les acheter et puis tu vois, on va les revendre à Akihabara, même sur les ventes 2 euros on aura gagné 1 euro. Ouais. On l'a pas fait, quoi, mais tu te dis c'est n'importe quoi. À un moment on achète un mec, tu vois, il a un sac, il nous tend un sac, dedans doit y avoir à peu près 200 jeux Super Famicom en loose, hein, d'accord, mais le sac il était quoi, il était à 2000 yens, ouais, il était à 15 balles, quoi. T'as 200 jeux Super Famicom en loose. Alors même s'il n'y avait pas que des raretés, dedans t'as des jeux qui valent bien 30-40 balles même en loose, quoi. Donc tu vois, on prend le sac, on finit dans l'émission, voilà, ça c'était quand même un truc, tu fais waouh, d'accord. Et après voilà, mais c'est plus, tu vois, des endroits, des jeux, parce qu'en fait le truc, au moment où je fais de Looters, en plus j'ai déjà rodé, en vérité j'ai déjà fait tous ces endroits dans Japon Investigation, et là on refait j'ai déjà une roadmap des endroits où je vais aller, où je vais emmener les 2 autres. Voilà, mais il y a une boutique comme Beep que j'adore particulièrement. Alors c'est pas la moins chère, mais c'est la plus c'est en -1, c'est la plus représentative de cet esprit, tu vois, du rétro. Ils ont tout, ils ont des trucs rares comme la Fempton Marty, le Sharp X68000, ils ont des trucs vraiment obscurs. Et c'est à voir, acheter franchement c'est cher, mais c'est à voir comme si t'allais visiter un musée, tu vois, Beep à Tokyo. C'est des endroits comme ça improbables que j'aime bien aller visiter, où t'as une boutique qui s'appelle Friends, où t'as une petite vieille qui nettoie des cartouches. La boutique n'a pas de mine, mais en fait ils ont des trucs de ouf, mais ça se trouve au 2e étage, perdu dans une rue. Là il n'y a pas vraiment de pancarte en bas, il y a indiqué que c'est un salon de massage. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens. Mais comment tu découvres ces endroits? Honnêtement, même les premières années, j'ai des gars sur place comme Julien. Il y a aussi un mec qui s'appelle David Zavaglia, qui est un envoyé de Game One stocké au Japon. Enfin, en fait, c'est des locaux, des gens, des Français que je connais qui vivent depuis longtemps là-bas, à qui je m'adresse et je leur dis bah c'est quoi vos adresses? C'est pas moi, je suis arrivé, j'ai trouvé. Hein. Non, c'est des gens qui sont des fixeurs, parfois qui ont fixé les rendez-vous pour le tournage. D'accord. Et voilà. Et après, petit à petit, j'apprends à découvrir par moi-même. Mais moi, j'y suis pas l'année. Donc normalement, en période pré-Covid, j'allais y tourner souvent dans l'année, mais. Là, on espère y revenir, au printemps prochain. T'as fait combien de visites du Japon? T'es allé combien de fois? J'ai essayé d'aller tous les ans depuis 2005. Wow. Jusqu'au... Bah, après, il y a eu le Covid. Il y a eu des années sans, non, il y a eu quelques années sans, mais pas tant que ça. En tout cas, c'était non-stop depuis 2015, ça c'est sûr. Et il y a eu quelques pauses entre 2005 et 2015. Ouais, les années 2000, on y allait à fond. Hein. T'avais les étés 2008-2009, il y avait Frio, Witupa, Karaté. Ça, c'était les années folles. Hein. C'était... on débarquait à 20 avec Français, ça ressemblait à rien. C'était très très drôle. C'était très très drôle. Et que Tokyo, où tu sillonnes un peu? Bah maintenant on sillonne. À l'époque je faisais... En fait le problème quand tu vas, alors déjà Tokyo, il y a 1 milliard de choses à voir. Bon. Ouais. Et donc déjà tu fais pas le tour en une émission, mais le problème c'est que tu as des budgets de prod. Et tu vois, dans la dernière saison d'Hard Looter on avait commencé à sillonner, hein. On n'avait pas fait que Tokyo du tout. Mais le problème c'est que c'est plus simple. Par exemple, je te donne un exemple. Tu prends l'hôtel, tu mets toute ton équipe de tournage au APA d'Akihabara, bah t'as tout autour, tu vois, t'as pas mal de boutiques, tu prends quelques minutes à Shinjuku, voilà, tu peux tourner plusieurs épisodes par jour. Tu veux faire un épisode d'une ville, mais ça veut dire que déjà à chaque fois tu déplaces l'équipe, à chaque fois tu payes des trains de billets de Shinkansen pour tout le monde, tu tournes moins parce que t'es en déplacement. Enfin, en fait, t'as une question de temps et de nombre d'épisodes que tu peux tourner en un temps défini. Tu veux faire plus de villes, plus de lieux, bien sûr c'est possible. Bah, ça coûte juste plus de pognon. Donc c'est pas forcément qu'on est Tokyo lover, c'est que d'un point de vue ce que tu trouves et temps, efficacité, tournage, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Parce que même t'es à Tokyo, tu peux, à la limite au pire, tu vois, tu prends un train de banlieue entre guillemets,
à 1 heure de Tokyo, tu es dans la Pampa et tu peux trouver des endroits extraordinaires, mais le soir, tu es revenu à Tokyo. Donc tu as une sorte de base Tokyo. Après, saison 2, on avait délocalisé un peu sur Osaka aussi, où tu peux faire d'Osaka, tu peux faire Kyoto, des choses comme ça. Mais c'est vrai que dès que tu bouges, c'est super cher, parce que tu bouges pas tout seul. C'est une production quand même, donc c'est-à-dire que c'est la prod qui paye à manger, le train et l'hôtel, et c'est normal. Heureusement, les gens ils travaillent. Donc, mais tu payes pour tout le monde. À chaque fois que tu fais le moindre backstep, sidestep ou dash avant, tu payes pour tout le monde. C'est une équipe de combien, à peu près 6-7? Non mais regarde, t'as Karate, t'as moi, t'as Benzai si je prends un Douters, t'avais David, t'avais Squartune aussi pour le making of. Rien que de base, là on est 5. Tu rajoutes parfois Julien et certains intervenants qu'on a, t'es à 6. x7. 6, c'est-à-dire qu'à 6, tu payes. Tu payes, t'as la bouffe le midi, t'as la bouffe le soir, t'as l'hôtel pour 6, puis chacun a sa chambre, c'est normal. Et puis je vais pas les mecs qui viennent travailler vont pas aller dans des dortoirs à 10, faut pas déconner. Et c'est normal. Et les Shinkansen, c'est cher. Donc voilà, non mais c'est des histoires de prod, mais c'est pour expliquer que oui, on aurait le rêve de faire limite une ville, un épisode, mais ça coûterait des fortunes. Bien sûr. Et t'arrives encore à être surpris? De quoi, par quoi? Par le Japon, parce que par Tokyo, parce que ça fait plein de fois que tu y vas, avec tous les contacts que tu as pu faire, tu arrives encore à décocher des pépites? Si, les années Unlooters, parce que notamment avec Julien, on a découvert des salles d'arcade, mais où tu as par exemple les grands maîtres de Tetris, Pierre 21, où tu avais les grands maîtres de Tetris qui se réunissent pour un tournoi de Tetris Grandmaster. Tu peux pas entrer dans le tournoi si t'es pas minimum le Vindeval Grandmaster, ils sont 100 dans le monde, ça n'a aucun sens. C'est genre le tournoi des chevaliers d'or. Et en plus, pour prouver que t'es Grandmaster, tu peux pas arriver à dire que t'es Grandmaster, faut que tu refasses un run de Grandmaster dans la salle pour qu'il soit vu sur place, tu vois, que t'es toujours au novel du Grandmaster. Voilà, donc tu vois, là j'ai fait, ah ouais d'accord, ok, ça je connaissais pas. T'avais des tournois perdus, mais tu sais, genre dans la banlieue Tokyo Heat, où t'as une salle qui s'appelle Ebisen, c'est la salle des gars du shoot 'em up. Genre pareil, où t'as les dieux du shoot. Mais tu sais, la salle, elle est au premier étage, on me l'avait survendue, mais en soi, la salle, elle ressemble à rien. Les mecs, ils enregistraient sur DVD les parties. Et la salle, mais franchement, c'est pas un endroit cradingue, quoi. Mais tous les soirs, t'as sans doute les meilleurs joueurs du monde qui ont rien à gagner, mais qui viennent s'entraîner là, tu vois. Voilà, donc des trucs comme ça, t'arrives, tu vois des endroits, tu fais. Voilà. Mais cette année, on avait tourné à cause du Covid l'an dernier, la Hardouter saison 3 en France. Et titre très surpris. Hein. Tu vois, t'as des Français qui ont des collègues, t'as des boutiques, t'as des endroits. Voilà. Non, je pense que le Japon. Je pense aujourd'hui, avec tout ce qu'en plus m'a fait. Quand même, au bout de plusieurs années, on va faire que ce type d'endroit, être totalement surpris, ça devient. Ma dernière grosse surprise en boutique, c'était Beep qu'on avait fait l'année 2017. Depuis, depuis, tu vois des nouveaux Surugaya. Alors, ils ont telle pièce, ils ont tel jeu, mais tout commence un peu à s'harmoniser, même dans le rétro, à se ressembler. Alors, au début, il y a aussi la surprise des Book Off, où tu trouves des prix. Il y avait des GameCube à 100 yens, des trucs comme ça. Donc, au début, tu fais, maintenant, ok, on a compris. Donc, maintenant, je pense que ce qui surprendrait, ça serait de tomber, tu vois, là, dans une ville perdue au milieu de nulle part, et là de tomber sur une boutique où le mec il a tous les trésors du rétro dans des états de malade mais improbables, tenus par une petite vieille. Ça serait génial, tu vois. Ça, je rêverais, tu sais, c'est où tu passes par un passage secret, on te bande les yeux, on t'emmène, mais c'est une boutique au milieu d'une ferme et tout, et puis là, boum, c'est la caverne de, tu vois. Ça, je trouverais ça génial, quoi. Je trouverais ça génial, ouais. Et moi j'ai une autre question. On parle souvent du rétro et quand on parle du rétro, c'est souvent NES, Super NES, etc. Mais plus on avance, plus la génération de consoles avance aussi. Est-ce qu'on peut dire que maintenant la PS3 ça devient du rétro? PS3, ça fait assez récent pour le coup. Je pense qu'il y a, en fait, il y a plusieurs problématiques. Déjà, dans le rétro, il y aura toujours une prime au rétro cartouche. Ce qui est après, tu as eu à partir de la génération 32 bits, Nintendo 64 et Jaguar mis à part, mais c'est passé à l'ère des consoles CD. Et de base, quand même, tout ce qui est Mega Drive, et d'ailleurs ça monte en flèche en ce moment la Mega Drive, mais Mega Drive, Super Nintendo. Et par exemple, la Neo Geo, elle joue dans une ligue à part. C'est genre, c'est la Champions League du rétro, mais c'est pas le même monde. Tu vois, t'as des trucs comme ça pour une simple et bonne raison. C'est qu'à l'époque, la plupart des jeux produits sont en petite quantité. Alors évidemment, à part un Mario Kart Super Nintendo qui reste aujourd'hui pas cher, par exemple, mais t'as énormément de jeux Super Nintendo produits vers la fin, du Rendering Rangers, des trucs comme ça, des jeux Mega Drive japonais jamais sortis dans d'autres territoires comme Twinkle Tales, Glay Lancer, des jeux comme ça, des shoot Jap, donc produits en très petite quantité. Aujourd'hui, il y a très peu, tu vois, de genre de jeux. Est-ce que la PS4 a un rétro un jour? Alors il y a des jeux même sur
qui commencent à valoir cher. Même sur PS2, il y a des shoots Jap qui commencent à coûter cher. Ou tu sais quoi, des jeux euros comme la compilation Sengoku, avec Sengoku Trilogy, Sengoku 1, 2 et 3 en PAL, c'est 800 balles. Hein. C'est parce que c'est sorti en petite quantité en PAL, mais je m'en fous, moi je collectionne que le Jap. Mais en fait, tu auras toujours des trucs, et d'ailleurs même PS3. Et tu sais quoi, même Xbox 360 Jap avec des shoots. Il y en a déjà des rares et des chers. Donc tu auras toujours des choses qui coûteront cher. Mais c'est une question de rareté. Et bah il y a eu plus de jeux par exemple sur PS2 et ils étaient toujours produits à un minimum d'exemplaires par rapport à ce qui se faisait sur Mega Drive Jap qui s'est pas très bien vendu. Et la Neo Geo c'était de base des petites quantités et dans ces petites quantités tu avais des jeux qui étaient en plus encore en petite quantité. Mais alors quand en plus le jeu est en petite quantité et qu'il a une bonne cote, donc qu'il est apprécié. Tu prends par exemple un Metal Slug 1 ou un Mark of the Wolf Neo Geo, bah la cote là, elle explose. Si c'est plus Metal Slug, un meilleur exemple d'ailleurs que Markov qui coûte cher, lui c'est encore plus parce qu'il est apprécié. Tu vois, t'as quand même un aspect. Alors t'as un aspect rareté. Et puis t'as un aspect rareté et en plus si le jeu est demandé, alors là c'est terminé quoi. Mais donc de base, évidemment la PS3, aujourd'hui même la GameCube est très demandée, etc. Mais t'as vraiment cette notion aussi de quantité de jeux. Ensuite, tu as la notion de la dégénération et de l'âge à quel tu as joué. Finalement, la GameCube, la PS3, ça va devenir hyper rétro quand les gens qui ont vraiment genre à 8-10 ans grandi avec ces machines et qui vont atteindre l'âge où ils ont du pognon à dépenser pour collectionner, pour acheter des jeux rétro et jouer. Donc oui, ça existera. Maintenant, il y a d'autres différences. Je vais te donner un exemple concret. Tu prends certains jeux, regarde, tu prends même le God of War là, qui vient de sortir. Il est bien, hein, mais à peu de choses près, à part évidemment un peu meilleure résolution et le 60 fps, voire le 60 fps débridé, enfin il tourne pareil sur PS4 que sur PS5. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui tu as des générations de machines, surtout depuis la PS3, depuis le début des années 2010, où en fait tu as énormément de jeux cross-gen et tu as des évolutions technologiques avec finalement très peu de jeux propres à la nouvelle machine. Et surtout, tous les jeux multiplateformes, il y en a beaucoup, c'est ceux qui se vendent le plus, et globalement sur PS5 et Series X, ils sont pareils. Voire même PC, faut mettre beaucoup d'argent maintenant pour faire vraiment beaucoup mieux, à part des textures et des ombres un peu mieux finies que les consoles next-gen. On a l'exemple de GTA 5. Hein. Voilà, à l'époque, tu passais de 8 bits à une 16 bits. C'est no way, c'est pas juste les FPS, tu vois, le fossé technique où tu passes d'une Mega Drive à une Saturn, le fossé technique, où tu passes même d'une Saturn à une Dreamcast. Tu vois, tu prenais une baffe à chaque fossé technique et chaque console avait ses spécificités en termes de jeu, avait son style de jeu. Il y avait bien sûr des jeux multi-supports, mais pas tant que ça. T'achetais une console, c'était aussi pour l'esprit du type de jeu de la machine. Bah ça c'est interchangeable aujourd'hui. Donc t'as moins de jeux qui sont spécifiques et finalement t'as moins d'histoire et d'affinité émotionnelle avec une machine. Et c'est con hein, mais ton jeu et tout le monde le fait, bah tu le prends sur Steam. Donc l'affinité de collectionneur du rétro va être, t'auras moins d'affinité face à un jeu des maths qu'un jeu mat que tu as collectionné où tu as la jaquette, tu as la notice, etc. Donc oui, je pense que ça existera sur le GameCube parce que c'était encore hyper matérialisé. Ça existera bien sûr avec la PS2, j'adore collectionner des jeux PS2 par exemple. Ça existera encore avec la PS3, mais je pense que ce serait une des dernières générations. Alors il y aura quelques raretés, PS4, surtout les... Maintenant ça va être les coffrets collector justement. Ces jeux des maths qui sortent en version collector, rare, etc. Ça va être des trucs à collectionner. Ça oui. Mais sinon, tu vois... genre Mario Kart Switch, 48 millions de ventes. Oui, non mais il y aura des gens qui vont les collectionner, mais ça coûtera jamais la fortune par exemple que le rétro peut avoir aujourd'hui. Et tant mieux finalement. Mais finalement la Switch, tu vois, c'est une des dernières machines où au moins il y a l'identité. T'achètes une Switch, tu sais pourquoi tu l'achètes, avec ces types de jeux, etc. Même s'il y a des jeux... Enfin je veux dire, t'achètes pas une Switch pour jouer aux jeux multiplateformes ou genre Call of, ça serait aucun sens quoi. Puis même t'as l'arrivée des Game Pass maintenant. Oui, voilà, donc je pense que le rapport à la collection d'objets va changer. Il y aura toujours un minimum, mais ça va changer après. C'est difficile, hein. T'as des trucs qu'on se dit ça va jamais prendre. Aujourd'hui, t'as des jeux PS2 qui coûtent hyper cher. On pensait, mais qui va collectionner franchement de la PS2 quoi. Et ça prend, la Dreamcast ça coûte hyper cher, voilà, mais bon. Mais toutes ces consoles post-2000 qui commencent quand même à coter sur certains jeux, ça reste très très loin, même encore aujourd'hui. Tu vois, des cotes, des consoles cartouches notamment, ou même des consoles comme la Saturn. La Saturn, c'est hors de prix. C'est pas compliqué, hein. Plus c'est rare, plus ça va prendre. Après, c'est pas parce que c'est rare que c'est bien, et c'est pas parce que c'est cher que c'est bien. Voilà. Exact. Sauf sur la Dreamcast, bon, pour le coup, bon, elle est chère et plutôt rare. C'est une des meilleures consoles, mais je pense qu'elle a pas beaucoup joui de marketing. Hein. Mais la console, alors acheter aujourd'hui, la console est pas très chère. Il y a juste des jeux qui commencent à coter dessus. Voilà. Mais la console elle-même est pas très chère et ça c'est pas non plus
Tu vois, les plus gros jeux, les meilleurs, les Soul Calibur, Virtua Tennis, au Japon, c'est 1000 yens. Hein. Tu vois, il est pas cher, hein, Capcom vs SNK2, il est pas cher sur Dreamcast. Bon, il y a quelques raretés, mais c'est vraiment pas le plus cher, quoi. Maintenant, voilà, effectivement, c'était une machine extraordinaire, mais c'était une machine pour les fans d'arcade. Et avant-gardiste, hein, avec la carte mémoire. Voilà. C'est souvent, ils ont fait des erreurs de marketing. Ils n'ont pas pris le lead assez vite. Au moment où ils avaient un Noël d'avance sur la PS2, ils n'en ont pas assez profité. Et ils souffraient d'une baisse de régime due à la Saturn, à l'international notamment, au lancement de la Dreamcast japonaise. Il y a la hype, mais ils ont des problèmes de rupture, donc en plus ils peuvent même pas profiter d'un avantage. Et encore une fois, alors moi j'adorais parce que c'était une console d'arcade, mais on était déjà dans une époque du jeu vidéo où les joueurs attendaient, enfin je parle du grand public, attendaient autre chose que des jeux de combat ou que des jeux très arcade. Il y a eu Skies of Arcadia, mais il n'y a sans doute pas eu assez de RPG. Il était très bien, mais tu vois, donc ça reste ma console du cœur, hein, mais disons que voilà, la PS2 a eu plus de variété. Je vois qu'on approche du temps. Une dernière question, c'est, on va essayer d'être un peu plus optimiste parce qu'on parle de tout ce qui est rétro. Mais revenons sur l'e-sport et son avenir. Est-ce que tu penses, parce qu'à votre époque c'était difficile d'avoir de la rentabilité, de faire de l'argent avec. Aujourd'hui on voit que c'est encore difficile pour les associations et même pour les entreprises parfois. Est-ce que tu penses que dans les années à venir, ça pourrait être quelque chose qui deviendra un métier pour tout le monde, ou si tu penses que ce n'est pas le cas, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire pour y arriver? Non, mais alors il faut quand même que les gens, il y a un truc dont tu vas se rendre compte, c'est que dans l'e-sport, quel que soit le niveau, il n'y a personne qui... Enfin, il n'y a quasiment aucun événement qui existe qui est rentable. Mais ça n'existe pas en fait. Pourquoi est-ce que les gens... Je parle là dans les événements professionnels. Évidemment, quand tu as Riot qui organise les Worlds, mais c'est du fric qu'ils injectent dans les Worlds pour faire leur événement. Mais ils perdent ça coûte une fortune, mais c'est du marketing indirect. Mais c'est la meilleure pub possible pour eux. Quand ils produisent la série Arcane là, pour Netflix, 90 millions d'euros, c'est la série d'animation la plus chère de l'histoire. C'est pas rentable une seconde, mais ils s'en foutent. C'est de l'image, c'est du retour sur investissement qui va se faire sur la durée parce que des millions de joueurs vont jouer à leur jeu. Et aujourd'hui, quand Capcom ils organisent le World Tour, mais ils gagnent pas de l'argent avec ça. Enfin, ils gagnent quoi? Ils payent pour ça, ils payent des organisations, des assos, pour l'organiser. Ils ont quelques partenaires, mais c'est peanuts. Tu gagnes pas de l'argent quand tu es éditeur avec ça. Tu fais ça pour la promotion de ton jeu, et ce qui te fait gagner de l'argent, c'est la vente de tes jeux. Donc, mais quand t'es pas l'éditeur, comment tu gagnes de l'argent du coup? Parce que tu t'en fous de... Tu vois, t'es Lufa, t'organises un tournoi sur Street, tu t'en fous qu'il y ait plus de Street qui te vendent grâce à toi. Ça arrive, tu vois. Non, dans ce cas-là... Les retombées long terme ne te concernent même pas. Tu peux pas penser comme ça. Tu peux penser déjà... Alors évidemment, tu peux essayer de regrouper des marques, etc. Mais... C'est ce qu'ils font d'ailleurs, mais c'est très difficile parce que ça veut dire que honnêtement, c'est pas l'inscription des joueurs qui paye, ça paye pas quoi que ce soit en fait. Aujourd'hui, vu le prix démentiel de ce type d'événement, en plus dans des villes comme Paris, tu te payes sur des marques, sur des gros partenaires. Ce sont des partenaires, c'est comme dans le sport, ce sont des partenaires qui ont envie d'image, d'avoir une visibilité auprès des jeunes, donc qui s'intéressent aux chiffres du stream et qui vont investir dans un événement sportif, que ce soit du jeu de combat ou de la pétanque, du moment qu'il y a des gens qui regardent et qu'il y a du monde, c'est pareil en fait. Ils veulent juste investir dans des événements qui font de l'image. Et donc je pense que le jeu de combat est un bon investissement. Mais Red Bull, quand ils font ça, c'est parce que Red Bull, tu regardes tous les événements de sport qu'ils font, ils sont hyper smart sur le marketing. Ils se sont dit, on va faire des événements pour faire monter la marque, la notoriété de la marque. Et derrière, c'est comme ça qu'on vend des canettes, tout simplement. C'est devenu la boisson officielle de l'e-sport. Mais voilà, c'est ça. Mais sur les Red Bull Comité, c'est impossible de gagner de l'argent dessus. C'est gratuit. Les gens viennent gratuitement et ils le regardent gratuitement. Et Red Bull ne veut pas d'autres partenaires. Ça doit rester Red Bull. Donc t'as pas une banque qui va mettre de l'argent sur le comité. Donc tu payes les gens et tout est gratuit. C'est pas. Faut quand même être. Donc personne ne peut dire Red Bull cherche à faire de l'argent avec le Red Bull Comité. C'est mathématiquement impossible. Non, Red Bull fait de l'image, fait du marketing. Plus que moi, ce que je trouve ce qui est hyper intelligent, c'est qu'au lieu d'aller juste faire des pubs sur des réseaux sociaux ou buvez Red Bull, etc. Non, ils font un événement. Ils le font avec la commu, ils le font avec les codes de la commu, ils l'appellent juste Red Bull Comité. Et ils mettent des canettes. Et c'est tout. Mais en fait, c'est ce que j'appelle du marketing non intrusif. Et finalement, tant mieux pour eux parce que ça marche, c'est win-win. Et tant mieux pour les joueurs, parce que c'est cool, parce qu'on a les moyens de faire des choses qu'on n'aurait jamais eu sans ce type de marque. Donc aujourd'hui, pour moi, dans les grosses organisations, c'est vraiment ça. Souvent, tu vas avoir des marques qui ont des investissements, qui ont des raisons de faire ce genre d'événement. Ou par exemple, aujourd'hui, tu prends même l'Evo,
L'Evo, c'est parce qu'il y a Sony voilà, qui a racheté. Et c'est évidemment hyper important pour Sony d'avoir un événement comme ça d'envergure où des gens jouent à leur jeu sur leur machine. Ouais. Ça a du sens. Mais personne aujourd'hui ne va aller organiser un tournoi comme l'Evo en se disant j'ai pas de partenaire, je vais juste gagner de l'argent avec les inscriptions par exemple. Ça serait de la science-fiction. Tu gagnes pas de l'argent comme ça dans l'e-sport. Et voilà, maintenant après il y a les associations. Donc pour moi les associations, soit tu le fais ton événement et tu le fais à la marge, mais les associations n'ont pas les mêmes coûts. Déjà tu n'as pas les staffs à payer, enfin tu es une assoce, donc déjà tu fais beaucoup d'économies par rapport à un événement pro. Parfois même mais ensuite tu cherches pas à faire la même chose, ça n'aurait aucun sens. Aucune association peut se payer l'UFA aujourd'hui, c'est impossible. Mais aucune association n'a même intérêt à même essayer de faire l'UFA. Moi une association, autant rester avec des tournois à taille humaine, à se faire plaisir, ou alors quand ton tournoi devient assez gros, bah tu vois comme le Stunfest, et bah tu fais un relais d'un truc comme le Pro Tour, et là tu as des financements du Pro Tour pour pouvoir faire cet événement. Sinon c'est impossible. Mais une association par défaut ne cherche pas la rentabilité, donc c'est déjà plus facile de ne pas l'atteindre. Punchline de fin. Vas-y. Ouais, oui, non, mais c'est un vrai, événement, tu vois, comme le Stunfest, qui est une association, si c'était privé, où tous les gens qui bossent devaient être payés, mais c'est impossible. En fait, c'est impossible. C'est impossible, sauf si tu as des gros partenaires ou derrière des gens solides financièrement, comme l'UFA. Mais l'UFA, c'était une association, ça n'existerait pas. Grâce à l'UFA, c'est grâce à Encover, à tout ce qu'ils ont monté. Mais voilà, donc très bien. Et voilà, mais je pense que c'est pas un problème. Je pense qu'in fine, il y aura toujours une coexistence de choses pro. Et ce qui est bien d'ailleurs dans le jeu de combat, qui n'est pas le cas dans les autres jeux de l'e-sport, c'est que les circuits pro font travailler justement les assos, tu sais, avec les World Tours, les dojos, les trucs comme ça. Et ça, je trouve ça génial. Tu vois, je veux dire, tu vois, je reprends l'exemple des World League of Legends, mais il n'y a pas un moment où ils vont se dire, bon, cette étape, c'est à l'assos qui va le faire. Non, ça serait de la science-fiction, ça. Et ce qui est génial dans le jeu de combat, c'est que sur les World Tours, les assos, les communautés sont réellement impliquées. Alors entre nous, ça arrange bien les éditeurs du coup qui ont moins d'argent à dépenser, mais peu importe, au moins c'est bien, c'est win-win, c'est tout le monde y gagne. L'éditeur est content, ça lui coûte moins cher de le faire. Les assos sont contents parce qu'elles ont des moyens et d'avoir des joueurs japonais qu'ils auraient jamais eu par exemple eu autrement, c'était pas le cas. Et en plus, c'est des tournois tout le temps en open, ce qui est très rare en fait dans l'e-sport, où tout le monde peut s'inscrire. Ça, c'est vraiment propre au jeu de combat. Alors à part les invitationnels, mais ça reste rare. Donc voilà, pour toutes ces raisons, c'est quand même vraiment cool le jeu de combat. Ouais, mais en parlant de ça, comme tu disais, le côté open, il y a aussi le fait de pouvoir rencontrer les stars encore. Oui. Regarde, on peut avoir une proximité avec les stars, on peut les approcher, alors que dans les autres communautés, j'ai l'impression que c'est un peu plus fermé, quoi. Donc, Ah oui, c'est clair, oui. Non, c'est vrai que ça reste un peu roots, un peu underground, et j'espère que ça le restera. Fingers crossed. En tout cas, merci à toi pour cette interview, merci de nous les avoir gars. parlé un peu de ton parcours et d'avoir donné tous ces lores sur ces personnes-là, comme Gaillané, Mr Karaté, Frionel, tout ça. Pour moi, c'est appréciable, quoi. Puis on espère que Street 6, tu vas schnapser en début pendant un certain temps. Ouais, je vais jouer un jour. Après, les gens sauront jouer, j'arrêterai. La base. Merci en tout cas pour cette interview. C'était Izu DW en direct de l'UFA. Je suis avec JQQ, JWQ, JQ Merci, Square les gars. Chaz. Et on a le GOAT. Merci, votre bonne soirée. Allez, Ciao. ciao.